Pour mon 30e anniversaire, ma sœur m'a offert une facture de 28 000 € pour tous les cadeaux qu'on t'a jamais fait et tout le monde a applaudi. J'ai alors ouvert mon propre dossier en annonçant que j'avais ici les reçus pour un montant de 340 000 € couvrant ton mariage, ta maison et tes voitures. Son mari s'est figé en disant que c'était impossible, mais l'avocat assis à la table d'à côté s'est levé pour confirmer que c'était tout à fait possible et qu'ils avaient 72 heures pour réagir. J'ai appris 2 choses lors de cette fête pour mes 30 ans. Premièrement, que ma sœur était capable de transformer une pièce remplie de parents en une claque complice avec un seul mensonge bien placé. Deuxièmement, que je payais pour ma propre humiliation depuis des années. Cela s'est produit juste après l'arrivée du gâteau, pas mon gâteau, mais le gâteau familial, celui que ma mère avait insisté pour commander dans la meilleure pâtisserie de la ville parce que les gens remarquent ce genre de détails. Une pièce montée à 3 étages avec des inscriptions dorées, la totale. Ma femme Claire se tenait à mes côtés avec notre petit dernier sur la hanche, Hugo, qui avait 5 ans et était déjà tout collant à cause du sirop. Notre deuxième, Chloé, 8 ans, restait collée à la jambe de sa mère comme elle le faisait toujours en présence d'adultes bruyants. Notre aîné, Lucas, 10 ans, tenait un morceau de papier plié sur lequel il avait travaillé toute la semaine. Il m'avait dessiné sur le tracteur avec de larges épaules, un sourire idiot et notre chien de ferme à mes pieds, et au-dessus, il avait écrit avec des lettres appliquées « Bon anniversaire papa pour tes 30 ans ». Il en était fier et j'étais fière de lui. Ma sœur Léa a attendu que tout le monde soit rassemblé, que les téléphones soient sortis, que ma mère prenne sa voix des grands jours et que mon père rit déjà un peu trop fort. Ensuite, Léa a tapoté une cuillère contre son verre et a déclaré qu'avant que Julien n'ouvre ses cadeaux, elle avait quelque chose de spécial. Elle souriait comme si elle me faisait une faveur. Son mari Alexandre se tenait à ses côtés avec ce sourire poli de cadre dynamique, le genre d'homme qui porte du parfum de luxe même pour un barbecue dans le jardin. Il tenait une fine pochette cartonnée comme si c'était un trophée. Léa a dit que nous avions tous été si généreux envers Julien au fil des ans et quelques personnes ont hoché la tête en signe d'accord. Puis elle s'est tournée vers mes enfants et a précisé que ce n'était pas pour moi, mais pour eux. Elle s'est penchée et a tendu 3 petits bracelets en papier, comme ceux qu'on reçoit à la fête foraine, 2 bleus et un rose. Elle les a glissés au poignet de Lucas, Chloé et Hugo l'un après l'autre en souriant de toutes ses dents. Lucas avait l'air confus, tandis que le visage de Chloé s'est éclairé une demi-seconde comme si elle pensait que cela signifiait qu'elle faisait enfin partie du groupe. Léa s'est redressée et a annoncé fièrement que c'était pour que les enfants puissent venir à l'après-fête dans la maison au bord du lac. Mon estomac s'est noué car je n'avais pas entendu parler d'une après-fête. Léa a continué en disant qu'il y avait une petite condition, puis elle a tendu le dossier à Chloé en lui demandant d'une voix mielleuse de lire la première ligne à haute voix pour son papa. Les mains de Chloé étaient petites et le dossier était grand. Elle m'a regardé comme pour demander la permission. Je voulais tendre le bras et le prendre, je voulais tout arrêter sur le champ, mais toute la pièce nous fixait. Ma mère avait ce regard impatient, comme si je devais être reconnaissant pour ce qui allait arriver, et mon père souriait comme si cela allait être drôle. Claire a serré Hugo plus fort contre elle. Chloé a ouvert le dossier et à l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec de gros chiffres en gras en haut. Elle a plissé les yeux et a lu de sa petite voix 28 000 € pour tous les cadeaux que nous t'avons jamais offerts. C'est à ce moment-là que la salle a explosé. Les gens ont vraiment applaudi. Ma tante a frappé dans ses mains comme si Léa venait d'annoncer une grossesse. Mon cousin siffleur a crié et quelqu'un derrière moi a dit enfin. Léa a ri et a levé les bras au ciel comme si elle venait de réussir un coup d'éclat. Alexandre s'est penché pour embrasser sa joue. Mon père a dit assez fort pour que tout le monde entende que j'allais devoir passer à la caisse. Lucas a regardé son bracelet, puis m'a regardé. Il ne comprenait pas l'argent comme les adultes, mais il comprenait le ton et il voyait bien que tout le monde se moquait de son père. Chloé a serré les lèvres, elle essayait d'être courageuse comme elle le faisait toujours. Hugo a tiré sur la manche de Claire en demandant pourquoi il criait. Mes mains tremblaient, mais mon visage est resté impassible car ce n'était pas vraiment une surprise pour moi. Léa avait passé sa vie à compter les points et elle avait enfin décidé de le faire devant un public. J'ai pris une grande inspiration et j'ai souri comme si j'étais amusée, comme si tout cela n'était qu'une plaisanterie. Puis j'ai dit d'accord et je me suis dirigée vers la table des cadeaux où j'avais posé mon propre dossier plus tôt,
un dossier noir épais avec des pinces parce que je suis un agriculteur et que je ne fais pas dans le luxe. Je l'ai ramassé et je suis revenu au centre de la pièce. Le sourire de Léa a vacillé un peu. J'ai ouvert mon dossier et j'ai dit que puisque nous sortions les reçus ce soir, j'avais aussi apporté les miens. Les acclamations se sont tues par petits groupes, comme une radio qui perd le signal. J'ai sorti la première page et je l'ai brandie. J'ai annoncé calmement qu'il y avait ici des reçus pour 340 000 € et que ce n'était que les gros montants. Léa a cligné des yeux rapidement comme si elle ne comprenait pas les mots. Alexandre a laissé échapper un petit rire nerveux comme si je plaisantais, mais je ne plaisantais pas. J'ai ouvert la première section et j'ai lu comme si je consultais les prix des semences à la coopérative. Ton mariage, ai-je dit en regardant Léa, le dépôt pour le domaine, le traiteur, le photographe et le supplément fleurs d'urgence parce que tu n'aimais pas la couleur des roses. J'ai fait glisser les copies sur la table pour que les gens puissent voir les chiffres. Puis j'ai tourné une page. Votre maison, l'aide pour l'apport personnel, les frais de notaire et le prêt relais que vous aviez promis de rembourser après la prime d'Alexandre. Page suivante, vos voitures, 2 d'entre elles, parce que la première était trop embarrassante pour être garée devant le bureau d'Alexandre. Le sourire d'Alexandre avait disparu et il fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Le visage de Léa est devenu rouge de cette façon lente et rampante qu'elle avait toujours quand elle était démasquée. J'ai continué sans hausser le ton, sans colère, juste avec fermeté. Votre crèche pendant 6 mois quand vous disiez être entre 2 opportunités. La toiture de maman et papa après l'épisode de grêle. Les réparations du camion de papa à 2 reprises. La carte de crédit de maman, ai-je ajouté en regardant fixement ma mère, celle dont elle jurait qu'elle n'était que temporaire. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes mais aucun son n'est sorti. Le sourire de mon père avait également disparu et il regardait le dossier comme s'il allait le mordre. Léa a essayé de se reprendre rapidement comme elle le faisait toujours en riant nerveusement et en disant que c'était impossible. Alexandre a enfin parlé mais sa voix semblait fragile en répétant que c'était impossible, comme si le dire 2 fois allait faire disparaître les chiffres. Je n'ai même pas répondu car je n'en avais pas besoin. Il y avait un homme à la table d'à côté, quelqu'un que mon oncle avait invité. Je l'avais remarqué plus tôt parce qu'il ne semblait pas à sa place, plus âgé, les cheveux soignés, une chemise impeccable, assis avec un verre d'eau comme s'il avait quelque chose d'important à faire. Il avait tout écouté. Quand Alexandre a dit impossible, l'homme s'est levé, s'est raclé la gorge poliment et a déclaré que c'était tout à fait possible. Toutes les têtes se sont tournées vers lui. Il a incliné la tête vers moi et a expliqué que Julien lui avait demandé de venir ce soir car il est avocat. Ma tante a eu un hoquet de surprise comme si c'était une série télévisée. L'avocat s'est approché et a précisé que pour être clair, il ne s'agissait pas de simples comptes de famille mais que plusieurs de ces paiements étaient documentés comme des prêts avec des reconnaissances de dettes et que certains étaient liés à des propriétés. Le visage d'Alexandre s'est vidé de ses couleurs. Léa a ouvert la bouche puis l'a refermée. L'avocat a continué d'un ton calme et professionnel en s'adressant directement à Léa et Alexandre pour leur dire qu'ils avaient 72 heures pour répondre à la mise en demeure, faute de quoi une procédure serait lancée. Un silence de mort a envahi la pièce comme si quelqu'un avait coupé la musique. Et puis, parce que ma famille ne supporte pas le silence, ma mère a murmuré mon nom d'un ton offensé comme si c'était moi qui les agressais en refusant de les laisser continuer à me dépouiller. Lucas a tiré sur ma chemise et a demandé tout bas si nous étions en difficulté. Cela a failli me briser, pas les moqueries, pas la facture, pas même le fait que Léa utilise ma fille comme un accessoire, mais le fait que mon fils pense que c'était moi qui faisais quelque chose de mal. Je me suis agenouillée là, au milieu de ma fête d'anniversaire, et j'ai pris doucement le poignet de Lucas pour retirer le bracelet bleu. J'ai fait de même pour Chloé et Hugo, puis je les ai mis dans ma poche comme des déchets ramassés dans un champ. J'ai dit calmement mais clairement que non, nous n'étions pas en difficulté. Puis j'ai levé les yeux vers les adultes, vers ces gens qui avaient applaudi mon humiliation, et j'ai annoncé que nous partions sur le champ. Je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté de gâteau, je n'ai pas fait de discours. J'ai juste pris ma famille et je suis sortie. C'est le moment dont les gens se souviennent quand ils racontent l'histoire plus tard, mais la vérité est que ce moment n'a fonctionné qu'à cause de tout ce qui s'était passé avant. Je venais d'avoir 30 ans, je vivais à l'extérieur d'un petit village où tout le monde connaît votre tracteur avant de connaître votre nom.
J'étais agriculteur, pas la version mignonne pour les touristes, mais la vraie, avec de longues journées, de la boue sur les bottes et des machines qui tombent en panne au pire moment. C'est une inquiétude qui vous pèse sur la poitrine comme une pierre à chaque changement de météo. J'étais mariée à Claire, une femme qui ne gaspillait pas ses mots et ne manquait aucun détail. Nous avions 3 enfants, et, au cours des 8 dernières années, j'avais été le banquier de la famille. Cela avait commencé modestement, un prêt pour la caution du premier appartement de Léa, un paiement temporaire pour les taxes foncières de mes parents quand mon père s'était trompé dans ses calculs. Puis ma ferme a commencé à bien marcher, pas la richesse, mais la stabilité. J'ai appris à épargner, à planifier et à payer les réparations sans paniquer. Ma famille l'a remarqué et a commencé à m'appeler le responsable, comme si c'était un compliment alors que c'était en fait une fiche de poste. Léa m'appelait en pleurant pour une facture, ma mère m'appelait avec cette voix tendue pour me dire que ma sœur était stressée, mon père disait qu'il ne voulait pas demander mais je finissais par envoyer l'argent. À chaque fois, je me disais que je faisais ce qu'il fallait parce que c'est ce qu'on m'avait appris, que la famille s'entraide. Mais ce qu'il voulait dire, c'était que Julien aidait la famille. C'est devenu pire après mon mariage. Claire l'a vu très tôt et me demandait s'il m'avait remboursé. Je répondais pas encore, puis 1 mois plus tard je disais qu'ils allaient le faire, et au bout d'1 an j'arrêtais d'en parler parce que je ne voulais pas admettre que je m'étais fait l'avoir. Le mariage de Léa a été le moment où c'est devenu un système. Elle voulait que tout soit parfait, avec des lustres, un orchestre et une table de dessert digne d'un magazine. Mes parents agissaient comme s'il s'agissait d'un événement royal mais personne ne pouvait payer, alors ils sont venus me voir. Mon père s'est assis à ma table de cuisine, son chapeau à la main, l'air honteux. Ma mère a pleuré de vraies larmes en disant qu'elle ne voulait pas que ma sœur se sente inférieure aux autres. Léa restait là, les bras croisés, faisant semblant de s'en moquer, mais je voyais l'avidité dans ses yeux. J'ai payé en me disant que ce serait la dernière fois. Puis il y a eu la maison, l'apport personnel, les voitures et les urgences permanentes. À chaque fois, j'aidais parce que mes parents présentaient la situation comme si j'évitais une catastrophe, et pendant tout ce temps, il y avait cette autre dynamique parallèle à l'argent, la façon dont ils traitaient mes enfants. C'était des petites choses au début. Mes parents achetaient des cadeaux pour les futurs enfants de Léa mais oubliaient l'anniversaire de Lucas. Ils postaient des photos de famille en ligne et mes enfants étaient toujours sur le bord, à moitié coupés. Léa faisait des blagues sur ma progéniture de ferme comme si mes enfants étaient des animaux. Claire l'a remarqué, je l'ai remarqué, mais je me disais qu'il finirait par changer, que cela ne valait pas la peine de se battre parce que je ne voulais pas croire que je payais des gens qui ne nous aimaient même pas. Puis est venue la goutte d'eau, pas la partie financière, mais celle concernant les enfants. Ma sœur ne s'est pas contentée de me donner une facture, elle l'a donnée à ma fille et l'a forcée à la lire à haute voix comme une blague. C'est là que tout s'est aligné. Ils ne se contentaient pas de prendre mon argent, ils utilisaient mes enfants pour me maintenir à ma place. Après avoir quitté la fête, nous sommes rentrés en silence. Les enfants se sont tus de cette façon épuisés qu'ils ont quand ils ne comprennent pas la tension des adultes mais qu'ils la ressentent. Hugo s'est endormi contre l'épaule de Claire. Lucas regardait par la fenêtre, la mâchoire serrée. Chloé frottait son pouce sur une petite coupure de papier qu'elle s'était faite en ouvrant ce dossier. Une fois à la maison, Claire a couché les enfants sans dire grand-chose, agissant par automatisme pour ne pas craquer. Quand elle est redescendue, elle s'est tenue dans la cuisine les bras croisés et m'a demandé si j'avais fini. Elle n'était ni en colère ni théâtrale, juste épuisée. J'ai hoché la tête. C'est alors que j'ai pris la décision radicale que j'aurais dû prendre des années plus tôt. Je n'ai pas écrit de longs SMS, je n'ai menacé personne. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à notre compte bancaire et j'ai affiché la liste des virements automatiques. Il y en avait plus que je ne voulais l'admettre, un paiement mensuel pour les factures d'électricité de mes parents, un virement hebdomadaire pour Léa qu'elle appelait un soutien temporaire depuis 11 mois, le remboursement du prêt pour leur 2e voiture. Et une chose de plus qui me tordait l'estomac, un compte d'épargne joint avec mon père qu'il m'avait convaincu d'ouvrir quand j'étais plus jeune. C'était censé être pour les urgences familiales mais c'était devenu leur coussin de confort personnel. J'ai cliqué sur chaque virement et je les ai annulés un par un. À chaque fois que la banque demandait si j'étais sûre, je cliquais sur oui. Puis j'ai appelé le service client de la banque pour demander à être retiré du compte d'urgence joint.
J'ai répondu aux questions de sécurité pendant que ma femme m'observait, comme si elle attendait ce moment depuis des années. Enfin, le banquier a confirmé que mon nom serait retiré et que toute activité future nécessiterait l'autorisation des autres titulaires. J'ai raccroché et j'ai fixé l'écran de confirmation. Mes mains étaient stables maintenant. Claire a posé sa main sur la mienne et j'ai dit à haute voix que je n'étais plus leur banque de secours. C'était la limite, un geste concret, c'était fini. Les retombées ont commencé avant le lever du soleil. À 6h12, un SMS de ma mère me demandait de l'appeler. À 6h18, un autre disait que mon père était furieux. À 6h25, Léa m'accusait de l'avoir embarrassée. Puis Alexandre a envoyé un message disant que nous devions parler comme des adultes. À 8h, mon père frappait à ma porte comme s'il était chez lui. Lucas a demandé si grand-père était fâché et je lui ai dit d'aller prendre son petit déjeuner. Claire a ouvert la porte avant moi, calme comme un roc. Mon père a tenté d'entrer mais Claire n'a pas bougé. Il l'a regardé comme un obstacle qu'il ne savait pas gérer et a exigé de me voir. Je me suis avancée derrière elle. Ma mère était dans l'allée, les bras croisés, se posant en victime. Mon père n'a pas dit bonjour, il n'a pas pris de nouvelles des enfants, il est allé droit au but en criant qu'ils avaient reçu des notifications pour les paiements annulés. J'ai répondu que je m'étais retirée de tout. Les yeux de ma mère ont brillé de colère en demandant pourquoi je leur faisais ça. Je n'ai pas haussé la voix, j'ai juste dit une phrase simple, je ne financerai plus une famille dont mes enfants n'ont pas le droit de faire partie. Mon père s'est moqué de moi en parlant du coup d'éclat à la fête, mais j'ai répliqué que ce coup d'éclat avait utilisé ma fille et que ma voix est devenue plus froide que prévu. Je lui ai rappelé qu'ils avaient applaudi pendant qu'elle lisait une facture comme si elle était une serveuse apportant l'addition. Ma mère a essayé d'adoucir le ton en disant que Léa avait un sens de l'humour particulier, mais j'ai répondu qu'elle pourrait rire tout en payant ses propres factures désormais. Mon père a dit qu'il m'avait mieux élevé que cela. Je l'ai regardé et j'ai ressenti une étrange clarté en lui disant que non, il m'avait élevé pour être utile, pas pour être respecté, et que cela s'arrêtait là. Ma mère m'a accusé de les punir mais j'ai répondu que je protégeais mes enfants et ma femme. Derrière moi, j'ai entendu de petits pas, Chloé était là, écoutant en cachette. Je me suis tournée vers elle pour qu'elle voie mon visage, je voulais qu'elle sache que ce n'était pas une question d'argent mais de sa propre valeur. Mon père a tenté une dernière attaque en demandant si je pensais vraiment pouvoir les couper ainsi après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. C'est là que j'ai dit la phrase qui a clos la conversation, je vous ai déjà remboursé avec les intérêts. Puis j'ai fermé la porte fermement. Claire l'a verrouillée, pour la première fois depuis longtemps, notre maison nous appartenait vraiment. Au cours des 3 jours suivants, les messages sont devenus plus virulents. Léa écrivait que j'étais instable et que Claire me contrôlait. Alexandre a laissé un message vocal tremblant disant qu'on pouvait s'arranger sans passer par la justice. Ma mère pleurait dans ses messages vocaux et mon père menaçait de dire à tout le monde quel genre d'homme j'étais vraiment. Puis l'avocat, Maître Dorsey, a envoyé la lettre de mise en demeure officielle. Il ne l'a pas fait pour les effrayer mais parce que c'est à cela que ressemblent les conséquences quand on arrête de jouer aux jeux familiaux. Ils ont passé ces 72 heures à essayer de me faire culpabiliser, mais à chaque fois que j'hésitais, je revoyais Chloé tenant ce dossier et les adultes riant d'elle, et je savais que je ne céderais pas. Le 4e jour, ma tante m'a appelé discrètement pour me dire qu'il paniquait car Léa n'avait jamais dit à Alexandre d'où venait l'argent, il pensait que c'était mes parents qui payaient tout. J'ai eu un rire amer en réalisant que toute la vie de Léa était bâtie sur le fait que quelqu'un d'autre payait les factures pendant qu'elle s'attribuait le mérite. À la fin de la semaine, Alexandre s'est présenté seul à la limite de ma propriété. Je suis allée à sa rencontre pour que les enfants ne le voient pas. Il avait l'air épuisé et m'a dit qu'il ne savait pas. Il a regardé vers la grange où Lucas et Hugo jouaient au ballon et a admis que Léa lui avait raconté que c'était ma famille qui m'aidait et que c'était moi qui prenais toujours tout. J'ai simplement répondu qu'il l'avait cru et que c'était son problème. Il a demandé ce que je voulais, au lieu de crier ou de chercher la vengeance, j'ai demandé à ce que mon nom soit retiré de tous leurs problèmes et qu'ils n'utilisent plus jamais mes enfants comme une chute de plaisanterie. Il a fini par s'excuser et je l'ai cru plus que je n'avais jamais cru ma sœur. Il est reparti et c'était la première fois que Léa faisait face à une vraie conséquence, son mari voyait enfin qui elle était vraiment. La conclusion n'est pas venue d'un coup mais par petites touches.
Mes parents sont passés devant la maison plusieurs fois sans s'arrêter, espérant qu'on les remarque. Ma mère a envoyé un dernier message demandant si je faisais vraiment tout ça pour une blague. J'ai répondu que pour mes enfants, la réponse était oui. Un mois plus tard, Lucas est revenu de l'école avec une fiche d'activité sur son papa. Sous la rubrique Mon papa travaille comme, il avait écrit agriculteur. Sous Mon papa est doué pour, il avait écrit réparer les choses et rester calme. Et sous Mon papa dit toujours, il avait écrit nous prenons soin des nôtres. J'ai regardé ce papier pendant longtemps à la table de la cuisine. Claire m'a embrassée. Chloé est entrée et a demandé si nous allions enfin fêter mon anniversaire. J'ai réalisé que nous ne l'avions jamais vraiment fait car cette fête n'était qu'une scène pour Léa. Alors ce week-end-là, nous avons invité les gens qui comptaient vraiment, les gens stables. Mon cousin Jared est venu seul et s'est excusé d'avoir applaudi sans réfléchir. Ma tante est venue avec un plat et une voisine a apporté une tarte. Nous avons installé des chaises dans la grange avec quelques lumières et nous avons laissé les enfants courir. Claire a fait un gâteau au chocolat tout simple parce que c'était ce que Chloé voulait. Lucas a scotché son dessin sur le mur. Quand nous avons chanté, Hugo a hurlé les paroles et Chloé riait aux éclats. Pour la première fois, mon anniversaire m'appartenait. Plus tard cette nuit-là, je suis sortie seule dans l'air frais. J'ai sorti les bracelets en papier de ma poche, ces morceaux de papier inutiles, et je les ai jetés à la poubelle sans drame. À l'intérieur, Claire faisait la vaisselle et m'a demandé si ça allait. J'ai hoché la tête en disant que oui, pour la première fois depuis longtemps. La vérité est que je n'avais rien gagné, j'avais juste arrêté de perdre. Mes enfants avaient enfin reçu ce que ma famille n'avait jamais voulu leur donner, un père qui ne marchandait pas leur dignité pour obtenir une approbation, un foyer où l'amour n'était pas une facture et une vie où nous n'avions pas à applaudir notre propre humiliation. C'était cela la vraie conclusion, pas la vengeance, mais le respect de soi et une limite ferme qui restait en place. Je suis du côté de Julien ici parce qu'à son 30e anniversaire, Léa a humilié sa fille. Il a répondu avec les preuves de sa générosité passée et un cadre légal strict. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est qu'une fois que l'argent est utilisé pour contrôler les autres, la seule façon de protéger ses proches est de transformer l'aide vague en termes écrits et en limites infranchissables. Documentez toujours les paiements importants, sécurisez vos comptes rapidement et ne laissez jamais personne utiliser vos enfants comme un levier émotionnel. Quelle est la leçon que vous tirez de cette histoire? Auriez-vous coupé les virements d'abord ou envoyé la mise en demeure directement?